Je suis contente d'être marraine de cet événement parce que j'ai à la fois une histoire olympique et à la fois une histoire au pôle. Donc si ça peut montrer à plein de personnes qui pensent peut-être le contraire, qui pensent peut-être que les études ne sont pas conciliables avec une vie de sportif et de champion, je pense que je suis la preuve que ce n'est pas le cas. Et j'encourage tous les étudiants à pratiquer, peu importe le niveau, mais à continuer à pratiquer parce que ça procure un bien-être et ça permet de tourner la page un peu par rapport à toute cette vie étudiante qui peut être parfois hyper speed et hyper stressante. Au pôle, il y a toujours cette notion de sport, de garder les activités extrascolaires finalement. L'une des plus grandes activités extrascolaires qu'on connaisse, c'est le sport. Et parmi toutes ces disciplines sportives, chacun a la possibilité de trouver un peu ce qui lui correspond et d'avoir un moyen de développer son corps en même temps qu'il développe sa tête. Il y a des installations en plus au pôle. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je ne pouvais pas m'entraîner, je n'avais pas le temps d'aller à la salle puisque j'étais pas du tout de ce côté-là. Mais je profitais aussi des installations sportives. Il y a ce qu'il faut au pôle, donc c'est bien la preuve que le sport est important au pôle Léonard de Vinci. Même si concilier études et sport était quand même compliqué, j'arrivais à faire la part des choses et à avoir mes deux univers complètement indépendants où quand j'en avais marre un peu de l'école, je m'évadais au sport et quand j'en avais marre du sport, je retournais dans mon cursus scolaire classique. Et c'est toujours bien d'avoir quelque chose en plus à côté quand on arrive un peu à bout, qu'on est stressé, qu'on ne croit pas trop en soi. Ça permet de prendre du recul et de revenir plus fort. C'est bien de fixer le bon objectif et pas se tromper d'objectif. Parce que forcément, quand on cherche à obtenir quelque chose, il y a des choses qui iront bien, il y a des choses qui n'iront pas bien. Donc si on ne croit pas vraiment et on n'a pas vraiment envie de réaliser cet objectif, on peut vite arrêter, abandonner. Donc je pense que la première étape essentielle, c'est de bien identifier l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis derrière, de travailler pour l'obtenir. Et de travailler malgré tout, de croire en soi et de ne pas s'arrêter au moindre obstacle. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, bienvenue au pôle Léonard de Vinci, dans le cadre de la semaine olympique. Alors, nous avons participé à cette semaine olympique dans le cadre de l'obtention du label Génération 2024. Ce label a été obtenu par le pôle Léonard de Vinci, récompensant son investissement dans le sport. Donc tout naturellement, on s'est investi dans cette semaine olympique paralympique qui a été organisée par le ministère des Sports, de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le but est de transmettre aux jeunes générations des valeurs de l'olympisme, du sport, du fair play à nos jeunes générations. Donc tout naturellement, on a organisé cette semaine et cette table ronde que Julie va vous présenter. Merci à vous d'être présents. Bonne soirée. Bonsoir à tous, merci beaucoup encore une fois d'être aussi nombreux. On est super ravis de vous accueillir au pôle Léonard de Vinci. Donc, je m'appelle Julie Grimm, je suis chargée des alumni au pôle. Donc c'est quoi? C'est animer et fédérer un réseau de plus de 9500 diplômés. Donc il y a des choses à faire. Et dans notre service qui regroupe à la fois la vie associative, le sport, les alumni et plus largement l'enseignement des soft skills, les langues, etc., on a décidé effectivement de vous préparer cette semaine olympique et plus particulièrement cette table ronde avec quelques alumni présents. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que les Jeux olympiques et paralympiques, ça me passionne et autour de moi, j'ai découvert plein de métiers que je ne connaissais pas. Entre autres, j'ai découvert plein d'autres choses, j'ai rencontré des belles personnes, donc j'ai voulu en faire profiter tout le monde, à la fois nos étudiants, nos alumni, nos enseignants, mais aussi toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Pour cette table ronde, j'ai décidé non, c'est tout simplement qu'on m'a proposé, et je trouve que c'était une idée géniale, un super animateur qui lui-même était un sportif olympique, oui, il faut le dire. C'est devenu un journaliste et c'est surtout aussi un coach soft skills ici au pôle Léonard de Vinci. Donc,
Effectivement, les étudiants, si vous le reconnaissez, c'est tout à fait normal parce qu'ils travaillent avec nous. Donc Jean-Michel, je te laisse présenter cette table ronde. Bon, eh bien merci, les présentations sont faites. Merci de votre présence nombreuse. Et c'est vrai que je remercie Laure Bertrand pour cette participation parce qu'effectivement, il y a quelques années, quand je suis arrivé ici, je découvrais cet univers, je découvrais cet amphi, et j'étais assez impressionné. Je suis toujours un petit peu, hein, mais enfin, je maîtrise aujourd'hui. Cette table ronde, elle va vous permettre de parler du sport, de l'olympisme, et surtout de l'implication d'un pôle universitaire comme Léonard de Vinci. En fait, pourquoi un pôle comme celui-ci s'intéresse autant aux sportifs de haut niveau? Alors, bien sûr, vous aurez peut-être votre réponse à donner, vous, public, mais les participants à cette table ronde vont déjà vous donner leur avis. Je vous présente déjà Fathia El Khouloudi. Fathia, bonjour. Tu es directrice de la communication au journal L'Équipe. Alors, je suis... C'est comme ça? Ok. Je suis responsable communication, pas directrice de la communication. Pas directrice de la communication. Exactement, pas encore. Ouais, il faut mieux se grandir, c'est mieux. Non, je suis responsable de la communication publicitaire, donc je m'occupe de tout ce qui est communication, donc toutes les campagnes de publicité télé, print, radio, et également la mise en place de tous les dispositifs au sens large dans tous nos supports du groupe. À ta gauche, Björn Béguin. Björn qui est le seul athlète de haut niveau avec Yvan, dont nous parlerons tout à l'heure, mais qui est issu, effectivement, du pôle Léonard de Vinci. Björn, bonjour. Que viens-tu faire ici, en fait? Ah, bonne question. Non, du coup, comme tu l'as évoqué, ancien élève ici dans la filière sportive de haut niveau. J'ai été diplômé en 2018 en marketing digital, j'ai pu avoir un MBA. Et maintenant, je suis chargé de communication et de marketing pour l'entité dédiée aux événements majeurs, dont les Jeux Olympiques, à Atos, qui est une boîte de services informatiques. Samuel Métias, qui, soit dit en passant, sera peut-être, on peut le dire, pourquoi pas, peut-être, sera peut-être le futur maire de Colombes, ville de près de 100 000 habitants quand même, donc dans 2 mois. Si les électeurs le décident, oui. Si les électeurs le décident. Samuel est ancien élève effectivement ici. Il vous racontera son parcours personnel et pourquoi passer l'univers de l'olympisme dont nous allons parler est très important pour lui. Il est bien sûr élu plutôt de la ville de Colombes. Maire, je vais trop vite. Hein, élu de la ville de Colombes. Et la ville de Colombes sera impliquée bien évidemment dans l'organisation des Jeux de 2024 sur le quai sur gazon. Et puis nous avons le dernier invité qui est Yvan Wouandji. Je l'ai bien prononcé? Parfait. Parfait. Yvan a une particularité qui ne nous a peut-être pas échappé, c'est qu'il est non-voyant. Et Yvan pratique un sport qui est le cécifoot. Je te prends ton ballon. Hop. Moi, j'ai passé 30 ans dans le journalisme. J'ai eu la chance de faire des reportages sur le cécifoot. Je vous invite, si vous avez l'occasion de le regarder sur une chaîne de télévision, à vous y intéresser, car c'est un univers assez exceptionnel. Je ne dis pas ça par compassion, bien évidemment, c'est trop facile la compassion. Dire ils n'ont pas de chance, etc. Alors, non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de chance. Le handisport fait partie intégrante de l'olympisme, vous le savez. Et nous en parlerons tout à l'heure, et pas forcément dans les termes que vous imaginez. Donc, Yvan, un petit peu après, nous présentera son activité. Bon, nous allons parler tous les 4 ou les 5, parce que je ne vais pas réussir à ne pas m'impliquer, ça va être trop compliqué pour moi, parce que moi-même j'ai été sportif de haut niveau, j'ai fait 2 fois les Jeux Olympiques, donc c'est un monde que je connais assez bien. Alors nous allons parler de l'olympisme, du sport, de l'implication d'un pôle comme celui dans lequel vous êtes aujourd'hui, dans l'olympisme. L'olympisme, c'est quoi? C'est le sport. C'est le sport magnifié, on va dire. C'est le bien-être. L'olympisme, c'est aussi le patriotisme, le nationalisme, dans ses côtés un petit peu noirs. L'olympisme, c'est quoi? C'est les médailles. Les ministres n'existent que grâce aux médailles. Un bon ministre est un ministre qui a eu beaucoup de médailles dans des championnats d'Europe, du monde, mais surtout aux Jeux Olympiques. L'olympisme, c'est quoi? C'est la géopolitique. La géopolitique, c'est l'économie. Montréal, par exemple, en 1976, beaucoup n'étaient pas nés. 179% de dépenses par rapport au budget initial. 30 ans pour rembourser la dette des Jeux. C'est pour dire que Paris 2024, ça ne va pas être une action neutre. Ça va coûter beaucoup d'argent, ça va impliquer beaucoup de choses au niveau socio-économique.
Et nous sommes là pour en parler. Avant de commencer cette petite table ronde, je voudrais vous dire une chose. Vous êtes tous des jeunes, la plupart d'entre vous, même tous. Et je dis bien tous. Vous êtes tous des jeunes. Tous des jeunes. Je voudrais vous dire une chose, c'est que moi j'ai 66 ans, j'ai fait beaucoup de compétitions dans ma vie, et j'ai entendu par exemple une femme hier qui a été ministre des Sports sur LCI, qui s'appelle Roselyne Bachelot, contre laquelle je n'ai absolument rien, je ne la connais pas, je ne cherche pas à la connaître du reste. Et non, parce que ça m'a profondément meurtri ce qu'elle a dit. Elle a parlé bien sûr de quelque chose qui est d'actualité, c'est le patinage artistique, avec ce qu'il se passe actuellement dans le patinage artistique. Si nous n'en parlons pas ce soir, ne serait-ce que 5 minutes, nous sommes les seuls en France à passer à côté. Donc si vous avez une question à poser, vous pouvez la poser là-dessus. Peut-être pourrons-nous y répondre, voudrons-nous y répondre ou pas, mais au moins vous poserez votre question et on aura abordé la question. Mais Roselyne Bachelot disait, vous savez, sur un plateau de télévision, vous savez, le sport, c'est une forme d'esclavage, de soumission d'un athlète à un entraîneur. Alors vous savez, quand on sait ça, c'est terrible, il faut les comprendre, ces jeunes sportifs qui souffrent, etc. etc., etc. J'en parlais avec Björn tout à l'heure, qui est donc sportif de haut niveau, issu du pôle Léonard de Vinci, mais qui est un joueur de badminton. Le sport de haut niveau, c'est un choix que font les gens. C'est un choix, exclusivement un choix. Ce n'est pas une soumission. Et le sport de haut niveau, c'est un grand bonheur, un immense bonheur. Les gens que vous entendez sur des chaînes de télévision ou dans des journaux dire le sport de haut niveau, ce sont des sacrifices, c'est faux. C'est un immense mensonge. Moi, ma vie est autour du sport de haut niveau, grâce au sport de haut niveau. Et j'ai vécu les plus belles heures de ma vie. Et je n'ai pas été sodomisé par mon entraîneur. Ce n'est pas ça le sport de haut niveau. Sachez bien, est-ce qu'il y a une question à poser là-dessus, sur le thème du patinage artistique avec les jeunes filles? Je connais tout le monde. Didier Gaillet, j'ai fait mes études avec lui. Gilles Beyer, j'ai commenté quelque chose avec lui. C'est un garçon très sympathique, qui se révèle aujourd'hui être un homme épouvantable, bien évidemment, mais tout le monde peut être un Gilles Beyer. C'est ça qui est terrible. Le sport n'est pas à l'abri de tout ça. Donc comprenez bien que quand on parle de sacrifice dans le sport, c'est un grand bonheur avec ses travers. Alors c'est quoi les travers du sport? C'est pas le bisounours, le sport, l'olympisme, tout ça. Effectivement, vous êtes impliqué, Pôle Léonard de Vinci, dans la satisfaction à donner à des sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent à la fois réussir leurs études, avoir un diplôme et rebondir correctement dans la vie. Et c'est très très méritoire car peu de structures en France agissent de la sorte. Pour une petite information que je vous donne, j'en parlais avec mes camarades tout à l'heure, il y a quelques années, j'avais été voir un grand président de club de football français qui existe toujours aujourd'hui et que vous connaissiez tous, et je ne prononcerai bien sûr pas le nom parce que ce ne serait pas bien de faire. Et j'avais vu ce garçon, ce monsieur, et je lui ai dit, mais président, vos footballeurs, ils s'entraînent 3 heures par jour. Ils ont quand même le temps un petit peu de s'éduquer, culturellement parlant. Pourquoi ne leur apprenez-vous pas, les envoyez-vous pas en fac, apprendre l'anglais, la comptabilité? Ils ont tant d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur argent? Mon cher Bello, vous n'y pensez pas. Je les paye déjà assez cher pour jouer au football, je ne vais pas les payer pour apprendre l'anglais. Donc, et c'est ça la France actuellement. Donc quand vous êtes issu sportif de haut niveau d'une structure comme celle dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes issu d'une structure assez rare. Donc vous pouvez vous applaudir vous-même là-dessus. OK? Ça, c'est dit. Ce que je veux rajouter pour terminer avant de commencer le débat, c'est que le sport de haut niveau, c'est pas du tout, et l'olympisme, c'est pas des bisounours, on va en parler. L'olympisme, c'est aussi un grand barnum économique. Le sportif de haut niveau, c'est un petit point, entouré de 98% de gros barnums économiques, d'argent, de tout ce que vous voulez, de corruption, de tout ce que vous voulez. Je ne vais pas vous raconter la vie, vous avez des journaux pour en entendre parler. Mais ce n'est pas des bisounours, ce sport. Mais ce n'est pas non plus l'enfer. Voilà. J'avais dit à Julie hier, quand nous sommes vus, que je voulais vraiment faire cette petite mise au point, parce que quand tu as prononcé le mot sacrifice tout à l'heure, quand on en parlait tous les deux, ce n'est pas un sacrifice, ce sport de haut niveau. Il faut être fier d'en faire. Alors, pour commencer ce débat, je vais me tourner vers Fathia. Fathia, évidemment, tu es la seule femme, donc déjà, honneur aux femmes. J'imagine que quand le Comité olympique international a désigné Paris comme ville olympique en 2024,
Ça a dû chauffer très très fort à l'équipe, non? Ça a chauffé fort. On était très heureux en fait parce que tout de suite ça nous a permis d'avoir une vision globale très large et sur du long terme. On savait que on avait de nombreuses années devant nous pour construire quelque chose de solide et puis aussi pour contribuer du coup à cet événement qui sera évidemment extrêmement suivi en France. Le cœur du coup de cet événement c'est le sport, l'équipe ça traite de sport, donc forcément on était très heureux, c'était un grand moment pour nous. Voilà, on a évidemment nos Coupes du Monde, les Euros, les JO, mais là en France forcément c'est forcément plus fort. Hein. Ça va être une véritable ruche pendant 4 ans, j'imagine. Alors nous, du coup, évidemment, tout le monde s'active en interne pour savoir comment est-ce qu'on va construire justement cette stratégie jusqu'à Paris 2024. C'est loin, en même temps, c'est demain. Donc voilà, après nous, on est aussi un média d'actualité. Donc finalement, on a aussi notre quotidien qui rythme déjà nos rédactions et notre structure. Donc finalement, on n'y pense pas tous les jours. Hein. Mais par contre... Vous êtes déjà sur 2020, voilà, Tokyo. Nous, typiquement, aujourd'hui, on est sur une année riche en sport. On est sur l'Euro 2020, on est sur Tokyo, les JO, Roland-Garros, le Tour de France. En fait, on est vraiment rythmé sur l'actu tout au long de l'année. Maintenant, forcément, Paris 2024, ce sera assez exceptionnel, ce sera en France. Donc voilà, on construit petit à petit une stratégie autour de ça à travers nos différents supports et médias. On est heureux à l'équipe. On est heureux à l'équipe. On est heureux à l'équipe. Non, tu vas pas venir contraire. Je le dis objectivement. En fait, j'ai la chance d'être dans une structure où les gens aiment ce qu'ils font, aiment leur métier. Parce que quand on y travaille, c'est généralement parce qu'on est passionné de sport. Non, moi je sais que ça a été aussi un choix de quitter. Je travaillais dans l'univers des agences de communication j'étais chez Publicis, donc un groupe très focus marque, produit, très très large. J'ai démissionné justement pour me recentrer sur un sujet qui me passionne, le sport. Donc tu as beaucoup de profils. Quand tu es sortie d'ici, tu es partie chez Publicis. Ouais, je suis sortie d'ici. J'ai travaillé d'abord en agence de communication. Chez Publicis, Léo Burnett, j'ai fait différentes agences et un jour en fait j'ai démissionné parce que il me manquait ce petit truc, cette petite passion. Et c'est comme ça que je suis atterrie, qu'aujourd'hui je travaille à l'équipe et on a énormément de profils similaires. Donc non, les gens aiment. Après forcément, c'est pas un domaine, ça reste un journal, donc ça se porte pas spécialement très très bien. Donc aussi on doit travailler sur nos digitalisations, sur l'avenir, sur comment est-ce qu'on va se transformer. C'est une marque en pleine transformation aujourd'hui. Mais en interne, non, les gens sont heureux d'être là. D'accord. D'autant que l'équipe, je m'adresse plutôt à ceux qui sont un peu plus âgés dans l'Assemblée, même s'ils sont quasiment... J'en vois aucun, du reste. Ceux qui sont plus âgés, l'équipe a une évolution rédactionnelle exceptionnelle, parce qu'il fut un temps, il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, où l'équipe ne parlait que des buts et des records. Et sitôt qu'on parlait de dopage, on pleurait, on se mettait dans un coin, on enlevait la page. Sitôt qu'on parlait corruption, hop, surtout on ne veut pas savoir. Là, l'histoire de Sarah Abitbol, on n'en aurait même pas parlé il y a 20 ans. Hein. Et là, aujourd'hui, ils sont fers de lance. Donc, ils sont des vrais journalistes aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils étaient de mauvais journalistes avant, mais on occultait toute une partie, la partie un petit peu sombre du sport. C'est sociétal, le sport. Je l'ai dit il y a 10 minutes, c'est sociétal. Donc, on retrouve les mêmes ingrédients que dans la vie de tous les jours. Mais on l'occultait. Donc, je trouve que l'évolution de l'équipe a été assez extraordinaire. Björn, toi, tu es effectivement aussi un ancien élève d'ici. Tu es sorti à quelle année 2018. 2018. Oh, toi, tu es un bébé, donc. Tu viens de débuter, quasiment. Hein. Tu n'es encore presque élève, quoi. Exactement. Mais donc, toi, tu es chez Atos. Hein. Chez Atos. Alors, juste avant peut-être de commencer sur Atos, peut-être que je peux revenir sur les valeurs que tu employais avant. Oui, tout à fait. Peut-être la distinction entre les sacrifices, les choix. Donc, effectivement, en fait, je pense qu'il y a cette image un petit peu vieille, à mon sens, sur les efforts qui doivent être décuplés pour un sportif de haut niveau, c'est le volume de travail qui fait tout. Et en fait, ça fait un lien direct avec les salariés, puisqu'il y a eu une professionnalisation énorme ces derniers 20 ou 30 années dans le sport. Et c'est vraiment la recherche de la perfection, donc les valeurs qui sont retransmises notamment dans le monde professionnel ou au sein de son université. Donc le dépassement de soi-même, l'excellence, la discipline. Effectivement, mais c'est aussi un accompagnement évidemment avec son entraîneur, avec tout un staff. Et on voit maintenant que les athlètes, c'est de plus en plus personnalisé, les entraînements. Et je trouve que c'est très similaire en entreprise où c'est pas forcément parce qu'on bosse plus qu'on va mieux bosser.
C'est-à-dire qu'il faut aussi un environnement qui soit très positif. C'est la même chose pour un athlète. Mais l'idée qui veut que lorsqu'on est un sportif de haut niveau, on est plus performant lorsqu'on rentre dans une entreprise que si on est un monsieur ou une dame lambda. Est-ce que ce n'est pas un petit peu une image d'Épinal, ça? Est-ce que l'on peut retransposer ce que l'on a été dans le sport, dans le monde industriel, dans le monde du business en général, quoi? Alors on peut, je ne pense pas que ce soit noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc. C'est toujours des zones grises, mais effectivement, il y a beaucoup de valeurs qui peuvent être retransmises. Je pense effectivement, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière, mais un athlète de haut niveau, quelqu'un qui a vraiment un objectif, il ne va pas s'arrêter au premier obstacle, déjà, pour atteindre. Donc, si j'ai besoin de faire ma séance de fractionné sur le stade et qu'il fait moins de degrés, eh ben, je vais aller me... Séance de fractionné, tout le monde a compris? Je vais aller chercher, je sais pas, un pantalon, je vais aller me couvrir, mais je vais aller faire ma séance parce que moi, mon objectif, c'est dans un mois d'être au championnat d'Europe et d'être performant. Donc, effectivement, en entreprise, lorsqu'il y a, par exemple, je sais pas, qu'il est 18h30, que le projet n'est pas fini, eh ben, c'est pas grave si je finis à 19h30, c'est pas grave si je finis à 21h, mais le projet doit être fini et basta. Et ça, tu penses qu'on l'acquiert au travers de la vie sportive, du dépassement, etc., permanent? C'est pas là aussi l'image d'Épinal, le dépassement de soi, donc le dépassement de soi dans la vie, donc, etc. Non, mais c'est une question, c'est pas... En partie, après, voilà, encore une fois, c'est un tout. C'est un tout. Je pense qu'il y a aussi des valeurs propres à soi-même, il y a des valeurs à travers son éducation, à travers son vécu. Donc, mais oui, je pense que ça en fait partie. Ouais. Samuel. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Donc là, tu es sorti il y a plus longtemps. Hein. Moi, de 2008. 2008. Voilà. Autant dire que tout le monde n'était pas né ici, quasiment. Quoi. 2008, vous vous rendez compte. Donc, toi, tu as un profil qui est très particulier. On le disait tout à l'heure. On ne parle pas, nous ne sommes pas en cours. On écoute. Ça évoque déjà les commentaires. Ouais. Non, tu as un profil très particulier parce qu'on le disait tout à l'heure, tu es impliqué dans la politique au niveau de Colombes, avec peut-être de bonnes surprises, pourquoi pas au mois de mars prochain, mais tu as une vie professionnelle assez riche. Aussi, oui. En sortant d'ici, tu t'es tout de suite... Moi, je suis sorti j'ai commencé à travailler en tant que consultant sur tout ce qui va être autour de l'agilité, des méthodes agiles, de DevOps, etc. J'ai fait un parcours de consultant, puis j'ai été directeur de l'innovation applicative chez Microsoft. J'ai monté une start-up qui vise à améliorer le bien-être au travail à travers l'intelligence artificielle. Et tout ça à côté, effectivement, de cet engagement citoyen en tant que maire adjoint de la ville de Colombes. Toi, tu n'as pas une pratique sportive très assidue, très forte? Alors, à titre personnel, non, mais on était très impliqués dans les Jeux Olympiques, puisque, pour revenir à ce que tu disais, quand on annonce Paris 2024, à Colombes, c'est un double choc. C'est un premier choc positif, parce qu'on est tous très fiers de recevoir les Jeux Olympiques à Paris. Il faut rappeler quelque chose, peut-être. À Paris, exactement. Et nous, on était persuadés que ce serait de toute façon 2024, parce que c'est 100 ans après 1924. Et ça a été un deuxième choc moins positif quand on a vu que Colombes était oublié, alors que Colombes est la ville olympique de 1924, que le Stade Didier-Vanoir est le seul stade olympique de France encore aujourd'hui et jusqu'à 2024. Et donc, quand le comité d'organisation oublie Colombes, c'est forcément une déception. Donc, c'est à la fois une grande joie, une grande déception, et c'est toute la ville, les élus comme les associations, qui s'est mobilisée pour rappeler à notre comité d'organisation à quel point il est important de passer par Colombes. Et aujourd'hui, Colombes est ville olympique pour 2024, et on en est très fiers. Oui, il faut rappeler quand même, parce que tu l'as dit de façon succincte, en 1924, donc il y aura un siècle dans 4 ans, les Jeux se déroulaient à Paris. À combien 5 km d'ici. Les Jeux de Paris se déroulaient à Colombes. À Colombes. 2 km. À 2 km. Hein. Donc c'était vraiment... faire un pontage entre 1924 et 2024 était quasiment l'idéal. Hein. Indispensable. Et les Jeux d'hiver à Chamonix en 1924. Excellent connaisseur, vous aurez un point de plus, cher ami. Très bien. Yvan. Oui. Alors Yvan, qu'est-ce que vous faites ici, Yvan? Alors donc, rappelez-nous un petit peu votre profil. Bonsoir les amis. Donc sachez que je viens là en tant qu'Yvan. Je viens pas au-delà de ça en tant qu'athlète. Moi, je veux parler vrai. Je veux vous parler vrai. J'aime l'humain. Donc, je vais vous expliquer rapidement mon parcours. Donc, j'ai 26 ans. J'aurai 27 ans là en avril. Et donc, je suis non-voyant. Donc, je suis né étant voyant. Et j'ai perdu la vue à l'âge de 10 ans, suite à un décollement de la rétine. La rétine, c'est ce qui permet de voir. Donc, j'ai perdu la vue. Voilà.
faute de pas de chance, c'est de la faute de personne. Il faut avancer avec. Donc quand j'ai perdu la vue, j'étais dans une école pour les non-voyants. Et au sein de cette école, j'ai appris à lire en braille. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'être handicapé. Même le terme non-voyant ou aveugle, qui sont des synonymes, je ne les connaissais même pas. Donc j'ai appris tout ça. J'ai appris à vivre avec le handicap. J'ai appris à m'accepter et à m'aimer comme je suis, comme j'étais. Donc j'ai avancé, j'ai appris à me déplacer avec une canne, j'ai appris à prendre les transports en commun, j'ai appris à écouter que dans les transports en commun, il y avait une voix qui annonce les stations. Il y a une voix qui annonce les stations. J'ai également appris à me servir d'un téléphone et d'un ordinateur comme vous. Il faut savoir qu'un non-voyant, pour lire un SMS, donc pour consulter son téléphone, dans le téléphone comme dans l'ordinateur, il y a une synthèse vocale. C'est comme un robot qui est intégré dans le téléphone qui nous lit ce qu'il y a à l'écran. Donc si vous m'envoyez un SMS ou un mail, je ne vois pas ce qu'il y a à l'écran, par contre j'entends. Donc chez nous les non-voyants, les autres sens ne sont pas développés, mais on les sollicite davantage. Vous les voyants, quand vous entrez dans une salle, vous avez accès à tout avec vos yeux. Mais moi, quand j'arrive dans une salle, quand j'entre dans une salle, j'ai besoin de mettre en éveil mes autres sens pour m'imprégner de mon environnement. Quand j'arrive là dans la salle, avec mes pieds, je vais sentir le revêtement au sol. Je vais écouter. Ah, tiens, j'entends du son par là. C'est peut-être un écran, c'est peut-être une enceinte. Tiens, la salle a l'air plutôt grande. Donc j'essaie de mettre en place le fait que mes sens soient sollicités. Donc je les mets en application quand je suis dans un espace. Donc j'ai appris ça, j'ai appris à vivre avec, j'étais très heureux parce que j'ai été aussi entouré par ma famille. Parce que quand tu as un handicap, si tu n'es pas entouré, c'est difficile. Et surtout, le mental, c'est important. Sport, comme dans la vie quotidienne, le mental, c'est hyper important. Et donc, j'ai découvert le football pratiqué par les non-voyants, parce que j'adore le foot. Et on m'a dit, mais Yvan, toi qui parles tout le temps de foot, tu sais que tu peux en faire. Et j'ai dit, mais attendez, mais c'est une blague. Comment est-ce qu'on peut faire pour jouer si on ne voit pas? Donc, comme nombreux d'entre vous, je ne savais pas que le foot existait pour les non-voyants. Donc, le foot pour les non-voyants, ça s'appelle le cécifoot. Céci comme cécité. Quand on a une cécité, ça veut dire qu'on est soit mal, soit non-voyant. Donc, c'est proche du foot en salle, c'est du foot à 5. Il n'y a que le gardien qui voit. Et les 4 joueurs de champ de chaque équipe, on a le bandeau sur les yeux. Parce que parmi, il y a des mâles et des non-voyants. Donc, le bandeau permet de préserver l'égalité entre les joueurs. Et donc, dans le ballon, il y a des grelots. C'est comme ça que les joueurs l'entendent sur le terrain. Et ensuite, pour finir, derrière le but adverse, pour qu'on sache où est le but, il y a un guide derrière qui nous parle. Il est derrière le gardien adverse et dès qu'on parle, les joueurs visualisent le but. Et donc en France, on a un championnat qui est composé de 10 équipes. On a une équipe de France, on a une Coupe de France de cécifoot, on a un championnat d'Europe avec les pays, on a une Coupe du Monde de cécifoot et c'est un sport qui est aux Jeux paralympiques. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, ayant perdu la vue, on parlait de chance tout à l'heure, j'ai eu la chance de perdre la vue. Ça peut en surprendre plus d'un, mais je dis sincèrement, j'ai eu la chance parce que j'ai découvert autre chose. J'ai découvert un autre monde. J'ai découvert parfois des gens, pas délaissés, mais des gens qui étaient parfois mis sur le côté. Et j'estime que je suis peut-être venu sur Terre pour tendre la main à ces personnes-là et pour impulser un mouvement. Donc je me bats beaucoup, je milite énormément pour que les non-voyants soient reconnus tels quels. Pas que les non-voyants soient survalorisés, mais qu'ils soient reconnus comme ils sont. D'abord des êtres humains, des athlètes, des musiciens pour certains, des artistes pour d'autres, mais d'abord des athlètes. D'abord des personnes. Moi, je n'ai pas envie qu'on me dise « Ah, on a rencontré Yvan le non-voyant ». Non, on a rencontré Yvan qui a pour particularité d'être non-voyant. Vous rejetez la compassion. Ah, voilà, qu'on enlève cette compassion. Et ça peut surprendre plus d'un, comme je dis souvent en entreprise quand j'interviens. Si demain on me dit de retrouver la vue, je ne dirais pas forcément oui. Pas par orgueil ou parce que je suis fier comme je suis. Je suis entouré, j'ai l'amour de mes proches, de mes parents, de mes amis. Le sport m'a beaucoup aidé. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France de cécifoot en 2010. Donc ça fait 10 ans maintenant. On a été médaille d'argent aux Jeux paralympiques à Londres en 2012. Là, on vient de se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Et évidemment, on sera sur 2024. Et on espère en 2024 nous faire plaisir, mais vous faire plaisir. Et montrer aux gens que oui, tu peux tout à fait faire du sport, tu peux tout à fait vivre de ta passion et être heureux malgré le handicap. Le handicap, c'est secondaire. Je ne me lève pas le matin en me disant « mince, je ne vois pas ». Je me lève en disant « Yvan, il y a plein de challenges à relever.
Et le handicap, pour moi, mon handicap, je l'ai découvert à l'âge de 10 ans et je l'ai oublié à 10 ans et demi. Parce que j'avance avec. C'est important. Surtout, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix et avancer avec. On a tous des obstacles qui se dressent face à nous et avancer. C'est comme je disais à ma petite sœur qui a 14 ans, j'ai dit Eva, avance. C'est pas grave si tu as du mal en cours, mais ne lâche rien. La vie, c'est un combat. Ne rien lâcher. Je voudrais aller en ton sens, Yvan. Lors d'un reportage il y a quelques années, j'étais allé voir des jumeaux, un couple de jumeaux, 2 garçons, qui étaient vraiment des jumeaux parfaits, des copier-coller. Sauf que une des deux personnes avait des jambes d'enfant, des jambes de 20 cm. Un buste normal et des jambes de 20 cm. Et son frère avait des jambes normales. Eh bien, pour abonder en ton sens, j'étais stupéfait de ce qu'ils m'avaient déclaré, ces gens-là. Celui qui était valide, au bout de quelques années, jalousait son frère jumeau, qui était donc handicapé, parce que le frère jumeau, il faisait partie de l'équipe de France handisport de ski, il faisait partie de l'équipe de France l'été handisport de tennis de table, qui faisait le tour du monde 3 fois par an, et que le frère, il ne faisait rien. Et qu'au bout d'un moment, le frère valide, ça commençait à l'énerver sérieusement. Et il lui faisait vraiment vivre l'enfer à cause de ça. Ça veut dire que, finalement, le mot compassion dont nous parlions à l'instant, les gens qui sont touchés par ce genre de difficultés de la vie, finalement, l'être humain s'adapte totalement. Et c'est vrai que, pour revenir à la spécialité de Yvan, quand on voit les sportifs en cécifoot dans un match de football, une opposition, c'est assez incroyable à voir. Et je pense que ce qui serait intéressant, parce qu'on dit toujours, il y a le handisport et puis il y a le sport des valides. Eh bien, ce serait intéressant, par exemple, de mettre des valides dans des fauteuils de basket, des fauteuils à roues de basket, pour faire des matchs de basket avec des non-valides, des handicapés, comme, effectivement, mettre peut-être des voyants jouer au football avec des non-voyants. Oui, et là, ça établirait une égalité réelle des chances. C'est d'ailleurs. Et je pense que ça intéresserait beaucoup les gens, du reste. C'est ce qui est prévu. D'ailleurs, je remercie Céline qui m'a entendu sur une conférence précédemment. Et c'est elle qui m'a contacté en me disant « Yvan, il faut absolument que tu viennes parler à mes jeunes ». Donc demain, pour ceux qui seront à mes côtés, demain à Colombes, on fera une mise en situation au cécifoot. Mais au-delà de ça, franchement, ce que je vous demande, c'est de jamais baisser la tête, jamais baisser les bras. C'est difficile pour tout le monde, mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien. J'interviens beaucoup en banlieue. Je suis un mec de banlieue. J'adore la banlieue. Je suis issu de l'immigration. Et ne lâchez rien, les gars. Vraiment. Peu importe ce qu'on vous dit. Les rêves, il faut y croire. Hein. Vos enseignants vont vous dire tu peux pas. Non. Tu n'y arriveras pas. Non. Je pense que quand tu y crois, la chance, elle peut tourner. C'est important. Moi, je le dis. On aura beau dire ce que vous voulez. Moi, j'ai 26 ans. Alors, je ne suis pas forcément plus âgé que tout le monde ici. Mais il faut y croire. C'est trop facile de briser les rêves d'enfants. Allez-y, avancez, foncez. Faites vos expériences. Ça va le faire. Bjorn, tu vas ajouter un truc. Ouais, juste deux commentaires. Déjà, premier point, je trouve ça hyper intéressant, le point qu'Yvan vient de mentionner sur le fait, le besoin d'être entouré. Alors évidemment, c'est physiquement, c'est visuel avec Yvan, mais je veux dire, c'est la même chose pour un sportif de haut niveau. Il faut être entouré. Et c'est la même chose pour n'importe qui pour avoir du succès. Et ça, c'est hyper important. Et ce que je trouve beau, en fait, tu as dit que ce serait bien de mixer personnes valides, non valides. Et il vient de l'évoquer. Il y a un gardien de but qui est valide et il doit comprendre ce que les autres ressentent sur le terrain. Et il y a le guide qui est derrière les buts adverses, qui doit comprendre aussi tout le mécanisme. Et ce travail d'équipe, je pense, développe un peu des capacités en termes d'ouverture d'esprit qui doivent être assez incroyables. C'est la chance d'ailleurs du cécifoot, c'est que c'est un sport qui crée de la mixité. Comme tu le disais très bien, inclusion entre voyants et non-voyants. Et juste pour finir, allez sur Internet, tapez cécifoot. Je pense que ça vaut le coup de voir au moins comment ça se joue en phase réelle. Donc chez nous, c'est du 2 x 25 minutes de jeu sur un terrain de dimension handball. Et le terrain, il est encadré, un peu comme les urbanes ou les fives, pour éviter que le ballon ne sorte et pour éviter que les joueurs sortent sur la ligne de touche. Donc le terrain est balisé. Et ensuite, pour finir, nous, on s'entraîne pas loin, à Beson. Donc, juste à Beson, pas loin. Donc, s'il y en a parmi vous qui souhaitent à la fin échanger avec moi et venir, soit découvrir, partager, passer un moment avec nous, essayer avec le bandeau, prendre des vidéos, des photos, ou je ne sais pas, vous avez besoin d'un stage ou autre, n'hésitez pas. Moi, ils viendront te voir à la fin, Yvan. Ils viendront te demander les renseignements. N'hésitez vraiment pas.
Samuel, ça sert à quoi pour une structure comme Léonard de Vinci d'avoir des sportifs de haut niveau? Et c'est à moi qu'on pose la question, qui ne suis pas sportif de haut niveau. Non, mais justement, c'est pour ça que je pense. Il n'y a que lui qui peut y répondre, effectivement, parce qu'il est sportif de haut niveau. Mais à votre avis, parce qu'il y en a plusieurs ici, il y en a sans doute dans la salle, ça sert à quoi? Je pense que c'est une richesse. Hein. C'est une richesse qui est assez incroyable. Moi, les étudiants qui étaient dans ma promotion, qui étaient sportifs de haut niveau, ils apportent un état d'esprit, ils apportent une passion, ils apportent un autre tempérament. Et je pense que cette richesse-là, elle est indispensable. Dans un groupe, quand vous faites des projets, et je sais que le pôle Léonard de Vinci est très porté sur les projets, quand vous avez un sportif de haut niveau qui amène, comme tu disais, cette ténacité, cette envie de réussir, tout en étant entouré par tous ses collègues, ça amène une autre dimension. Et puis, il y a aussi une visibilité pour le pôle, il y a une capacité à se démarquer. Moi, je trouve que c'est une richesse qui est rare et qui est une vraie force pour le pôle Léonard de Vinci. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur le directeur? Ça marche, tout fonctionne. Ça fonctionne, je suis très, très heureux de savoir. Tout fonctionne toujours très bien ici. Non, ça sert à quoi pour vous d'avoir des sportifs de haut niveau dans vos structures? Alors, déjà, ça sert d'avoir du sport, l'esprit du sport général, obligatoire pour tous. Tous les étudiants de la première à la troisième année minimale d'enseignement supérieur doivent faire du sport, déjà la pratique. Et après, effectivement, il y a les différents niveaux. Et c'est bien d'avoir les différents niveaux, débutants, compétition universitaire, où il se passe pas mal de choses, et sportifs de haut niveau qui montrent le haut. C'est toujours important de montrer le top. Et bon, personnellement, moi, je suis assez sportif aussi, pas de haut niveau, et je considère que ces valeurs-là sont effectivement très importantes. L'esprit, le corps, l'engagement, travailler dur intellectuellement et travailler dur physiquement, c'est un peu la même chose, c'est un peu les mêmes ressorts, c'est un peu le même courage. Finalement, derrière tout ça, moi, je crois que plus que sacrifice, c'est le mot courage, moi, que je mettrais en avant. Le courage de faire les choses, le courage d'énoncer ses projets, ses objectifs, le courage de les mener, le courage d'aboutir. Alors, selon vous, en tant que responsable de cette structure, pour revenir un petit peu au thème de départ de notre table ronde, quel type de métier ça va pouvoir générer les Jeux Olympiques de 2024, en passant par vos filières à vous? En quoi ça va développer des métiers particuliers? Est-ce que ça va le faire, du reste? Alors, le sport, d'une façon générale, parce que bon, les JO, c'est l'expression finalement d'un secteur d'activité. Le sport est potentiellement générateur de tas d'activités. Alors, bien sûr, l'activité communication, événementielle, c'est un événement quand même extraordinaire. Mais ça ne va pas être éphémère. Il ne va pas y avoir des activités un petit peu bénévoles ou bien ponctuelles, éphémères, et puis tout ça va s'écrouler derrière. Alors, est-ce que les Jeux sont vraiment porteurs de ces valeurs-là? Il y a du bénévolat, mais c'est quand même très, très professionnel, les JO. Et les JO, c'est quand même des années avant et probablement des années après aussi pour poursuivre les œuvres, exploiter les infrastructures, etc. Voilà. Et donc, quand on raisonne plutôt sur une période de 10 ans, à mon avis. Et 10 ans, sur une carrière, c'est quand même important. Donc, ça va générer des jobs. Il y a des technologies qui sont quand même très, très présentes et de plus en plus dans le sport quand même, pour les entraînements, pour les équipements, pour tout ça. Donc nos ingénieurs, que ce soit dans les matériaux, dans le numérique, on voit bien qu'il y a des tas de potentiel également de start-up. Voilà, c'est un terrain de jeu extraordinaire et qui va créer des vocations. Fatia, merci beaucoup. C'est un terrain de jeu extraordinaire. Comment est-ce que déjà il y a une cellule de réflexion sur la façon dont on va traiter les Jeux de 24 à l'équipe? Alors, chez nous, pas spécialement. Ça s'intègre plutôt à des instants assez ponctuels et c'est connecté à l'actualité, en fait. C'est plutôt quand il y a des annonces dédiées, des thématiques autour des JO, que nous, on va le traiter donc, sur la partie éditoriale. Après, je sais que du coup, vous m'aviez un petit peu posé la question sur la façon dont on pouvait le traiter en interne. Nous, sur la partie communication, ça va plutôt être, je pense, à J-mois, l'année d'avant, où on va commencer à réfléchir à un plan de communication autour de ça, parce que forcément, l'équipe s'inscrit dans cet esprit. Vous êtes le fer de lance au niveau national. Exactement, voilà. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait sur tous les événements, en fait. Donc oui, certes, c'est les JO, ça va être en France, donc c'est assez exceptionnel, mais c'est quand même quelque chose qu'on reproduit, nous, quoi qu'il arrive, sur tous les gros événements sportifs. Et au niveau de la communication, comment ça risque de se présenter? Alors, il y a une application, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une application
à tous les niveaux, en Ouais. termes de presse, bien évidemment, mais en termes de diffusion, oui, globale. Moi, je vais prendre un exemple simple. Ça a été la Coupe du Monde d'il y a 2 ans. Typiquement, nous, aujourd'hui, l'équipe, c'est un média global. Donc, c'est un support print, c'est le journal, mais c'est également une chaîne de télé. C'est également un site et une application mobile et des réseaux sociaux extrêmement puissants également. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va réfléchir à une stratégie de communication qui va ensuite être déclinée dans tous nos supports. Et on réfléchit également à des activations assez spécifiques. Typiquement, il y a 2 ans, on a décidé de faire une réédition du journal de 98, donc 20 ans après, pour l'éternité. Cette une assez mythique, je pense que tout le monde a un petit peu en tête. On a fait une réédition. En parallèle, donc, c'est traité dans tous nos supports. Ensuite, il y a le dispositif éditorial qui également est poussé, mais ça va être plutôt côté RP, côté journalistique en fait. Mais et voilà. Et puis après, c'est à nous également d'aller récupérer du budget de communication pour également développer des campagnes d'affichage ou de radio ou autres pour faire le parallèle entre notre marque, l'équipe et l'événement. Donc voilà, c'est tout ça qui doit s'imbriquer dans cette stratégie. Tout à l'heure, on parlait des bisounours, mais que le sport n'est pas justement le côté bisounours que l'on croit souvent. C'est vrai qu'on a du mal à exister quand même dans cet univers. J'imagine quand on a un journal comme l'équipe, il faut savoir quand même que les jeux n'existent que grâce à l'argent qui y contribue, qui est colossal. C'est des milliards de dollars. De dollars, pas par hasard, parce que ce sont les États-Unis qui dictent tout en ce domaine. Les jeux, c'est à savoir quand même, ce sont 6 gros sponsors mondiaux qui sont en accord avec le Comité international olympique. Ce sont ensuite, au niveau national, donc pour Paris et la France en 2024, d'autres sponsors plus petits, ensuite des sponsors plus locaux, enfin, etc., etc. Mais c'est quand même un gros barnum économique au milieu duquel le sportif, c'est tout petit, quoi. C'est un grain de sable. C'est un grain de sable qui bénéficie de tout ça. Mais le tout ça bénéficie de la présence du sportif. Sinon, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de business autour. Donc c'est vrai que pour exister au milieu de tout cet univers, je me tourne vers Björn, qui travaille chez Atos, qui est l'un des sponsors des Jeux de 2020, lorsque nous sommes vus en préalable de cette petite réunion. Il m'a dit, attention, nous, Atos, nous sommes impliqués dans les Jeux de 2020, à Tokyo. Mais le contrat que nous cherchons à remporter avec Paris 2024 n'est pas encore signé. Donc moi, Björn, je ne peux pas parler pour 2024, car je ferai une grosse faute. Donc il n'en parlera pas. Mais dans les mois qui viennent, il espère que son entreprise, dont il va nous dire 2 mots maintenant, va être impliquée dans les Jeux de 24. Tu as la parole. Alors du coup, effectivement, je peux parler notamment du statut dont tu parlais. Donc il y a en fait 13 entreprises qui ont le statut de ce qu'on appelle top sponsor. Donc c'est le parrainage olympique le plus élevé. Vous avez des entreprises que vous connaissez bien, comme Panasonic, qui va s'occuper de tout ce qui va être audiovisuel. Vous avez Omega, qui va s'occuper de tout ce qui va être chronométrage. Et donc du coup, Atos, qui est le partenaire informatique officiel. Ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, les Jeux Olympiques, on voit ça et puis on se dit, bon, il y a un comité d'organisation qui organise les Jeux et puis ça se passe. C'est pas du tout comme ça. Il y a tout un écosystème olympique où vous allez avoir donc effectivement le comité d'organisation qui va être un peu le meneur de jeu, mais vous avez donc le comité international qui est un petit peu en haut de la pyramide. Et il faut à chaque fois, chaque édition est particulière, là notamment pour Tokyo 2020, parce que ça je peux en parler librement. Vous allez avoir beaucoup plus de partenaires technologiques locaux comparé aux éditions précédentes. Parce que par exemple pour 2016 Rio, en termes d'innovation, en termes de technologie, c'est quand même mieux à Tokyo. Et donc du coup, c'est des règles qui sont données par le COJO. COJO, donc c'est Comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et ensuite, les partenaires officiels du CIO doivent s'adapter. Donc Atos, en tant que responsable de la structure informatique globale des Jeux Olympiques, on doit faire avec. Un exemple concret, ça va être ce qu'on appelle le Advanced Access Control System. Donc c'est un système de contrôle en fait avancé, un peu moche en français, mais bon. Tu parles bien l'espagnol, hein.
Et du coup, on intègre dans cette solution, ça va être sous forme de kiosque. Il y a plus de 350 différents points d'entrée à Tokyo, 43 sites officiels, donc des stades, mais aussi des infrastructures d'entraînement. Et vous allez voir un kiosque qui va rassembler des capacités biométriques de NEC, qui est un partenaire local technologique du comité de Tokyo, et des capacités audiovisuelles, puisque c'est Panasonic qui est en charge de toutes les caméras de sécurité, donc ces capacités-là. Et nous, on va être l'intégrateur de ces deux solutions pour fournir un kiosque et un service facilité via la reconnaissance faciale. Pour une société comme Atos, la rentabilité, c'est quoi? Si la société Atos met 1000, elle espère rétablir quoi? De l'image ou bien 2000? Alors, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Pour déjà répondre un peu à ta question d'avant, pourquoi je ne peux pas parler de Paris 2024, etc. C'est une question de sportif simple. Hein. Ce qui est important de savoir, en fait, c'est qu'il y a deux contrats distincts. On a un contrat en tant que fournisseur, donc évidemment on fournit des services aux Jeux Olympiques, et on a un contrat marketing et communication. Donc il y en a un où on se fait payer, et il y en a un où on paye les droits pour utiliser la marque olympique, et justement en termes de référence. Donc les deux sont bien distincts. Mais en gros, est-ce que c'est rentable globalement? Un investissement pareil, est-ce que c'est un positionnement pour dire on existe, on est là, ça nous coûte de l'argent, mais on est là, ou bien est-ce qu'il y a une rentabilité réelle pour l'entreprise? Alors, il y a une rentabilité, mais qui est extrêmement difficile à calculer, puisqu'en fait, le comité international olympique, on le considère comme un client et on le considère comme notre plus gros client à Atos. Donc c'est vraiment notre plus belle vitrine, surtout qu'il y a diverses technologies à Atos, comme de la cybersécurité, comme du cloud, de la gestion des données dans un petit peu tous les sens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement, c'est une très belle vitrine pour pouvoir créer en fait de nouveaux prospects et dire voilà, nous sommes capables de délivrer les jeux, de sécuriser les données. Nous sommes capables aussi d'innover, mais ce qui est très important dans l'innovation, c'est qu'il faut aussi que ce soit fiable et crédible. Et ça, c'est la priorité. Parce qu'au final, vous avez plus de 4 milliards de téléspectateurs aux Jeux Olympiques. La priorité, c'est qu'il n'y ait zéro souci. On peut avoir une idée de l'investissement que ça représente pour une société comme Atos, ou bien c'est top secret? Ah non, ça va confidentiel. Confidentiel. Parfait. C'est bien. On s'appelle ce soir. Je t'en prie. Samuel, quel est l'intérêt pour une ville comme Paris, qui est la ville la plus visitée au monde, dans le pays qui est le plus visité au monde, de chercher à investir dans l'olympisme? Ça, c'est une bonne question, mais je rebondis sur cette question et un peu sur ce qui a été dit aussi, parce que j'ai pas envie de laisser croire que les Jeux Olympiques, c'est des milliards d'euros qui vont que à la com ou que chez les sponsors. C'est aussi un enjeu de territoire. C'est un enjeu de territoire, pas seulement pour Paris, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques 2024, c'est pas tellement Paris l'enjeu que la métropole, que le Grand Paris. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques de 2024 vont entériner ou tuer le Grand Paris. Soit on réussit à créer une dynamique de territoire au-delà de la ville de Paris, qui n'en a pas foncièrement, intrinsèquement besoin, soit la notion de métropole, la notion de Grand Paris va disparaître. Donc c'est plus que ça. Et comme le disait Pascal, c'est pas seulement un enjeu sur 10 ans, c'est un enjeu sur 30 ans. Il faut savoir que le village olympique à Colombes de 1924, il y a des bâtiments qui encore aujourd'hui existent et sont des logements. Donc c'est un enjeu qui va dessiner le territoire pour de très très nombreuses années. Avant, évidemment, il y a toute la préparation. C'est des millions d'euros pour une ville comme Colombes, pour ses infrastructures. C'est le renouvellement de structures comme les piscines, les patinoires, celle de Philippe Candeloro. C'est le stade Yves du Manoir qui va être complètement revu pour accueillir, alors certes, des épreuves qui ne sont pas extrêmement sexy, je vais dire, pour le public européen, puisqu'on accueille le hockey sur gazon, mais c'est quand même l'épreuve la plus regardée en Asie. Mais bon, peu importe l'épreuve, tant qu'on est olympique, on la prend. Mais c'est des millions d'euros qui sont injectés ensuite dans une infrastructure. Donc c'est cet enjeu-là. Et puis après, c'est tout l'enjeu d'après. Qu'est-ce qu'on va hériter des Jeux Olympiques, toutes ces infrastructures, tout cet argent? Si c'est surdimensionné, si on a une piscine trop grande, un stade trop grand et que la population ne vient pas, est-ce qu'on va avoir les transports? Qu'est-ce qu'on va en faire après? Et ça, c'est des questions qui génèrent énormément aussi de métiers avant sur le lobbyisme, sur les études, la réalisation. Et là, c'est vraiment des métiers d'ingénieur. Et puis, c'est toute la projection de ce qu'on va faire demain. Comment est-ce que Paris, comment est-ce que Saint-Denis, comment est-ce que Colombes, qui est entre la Défense et le port de Gennevilliers, qui sont les deux plus gros sites économiques d'Île-de-France, comment tous ces territoires demain vont vivre le post-Jeux Olympiques? Et ça, c'est notre responsabilité aujourd'hui, sur 30 ans, c'est-à-dire la nôtre en tant qu'élus responsables dans une ville, pour les associations, pour nos enfants et nos petits-enfants.
Le 1924, c'est un héritage dont on reparle jusqu'à 2024. Qu'est-ce qu'on va dire des Jeux Olympiques de 2024 en 2124? Et ça, c'est notre enjeu aussi aujourd'hui. Donc c'est énormément de métiers. La population est associée à ça, ou bien est-ce que les Colombiens ne se sentent pas quelque part un peu perdus au milieu du label Paris? Alors c'est une très bonne question. Alors ils le sont et ils ne le sont pas assez. Ils le sont quelque part parce que, par exemple, pour que Colombes devienne ville olympique, ça a été un travail qui a démarré avec un stagiaire au service des sports de la ville de Colombes, qui était lui-même athlète olympique franco-marocain, qui connaissait personnellement Tony Estanguet. Et c'est à travers lui que le comité d'organisation s'est souvenu que Colombes était ville olympique en 1924. Donc c'est quand même, vous voyez, tout le monde a sa part. Tout le monde a sa part pour y arriver. Et en même temps, quand on parle du tracé du tramway, quand on parle du projet pour le stade Yves du Manoir, qui est un projet qui est porté par le département, où la ville de Colombes a été consultée, mais pas la population, quelque part on le subit. Quand on sait qu'on va détruire des logements, 4 tours de logements sociaux, pour pouvoir faire passer le tramway et reconstruire le futur siège du comité national sur le hockey sur gazon, par exemple, ça, c'est des choses que la population subit. Donc oui, quelque part, la population est intégrée et moteur, et puis est fière aussi d'être ville olympique et de participer à un aussi beau projet qui va faire rayonner le territoire et la France entière. Et en même temps, c'est des projets d'infrastructures lourdes où, traditionnellement, on consulte assez peu la population, à regret. Yvan, une question très, très provocatrice. Très, très provocatrice. Est-ce que le paralympique prend trop de place dans l'univers olympique ou est vraiment à sa place? Je t'avoue que je me pose pas vraiment la question. Est-ce que le paralympisme c'est moi qui te la pose. prend C'est le moi qui te la pas sur pose. l'olympisme? Je pense qu'on n'en parle pas Non, assez. attends, je te coupe. Ouais. Si je te pose la question, c'est pas innocent. C'est que beaucoup de gens, on parlait de compassion tout à l'heure, les gens ont tendance à se dire, les gens qui sont handicapés n'ont vraiment pas de chance, donc il faut tout faire pour eux, pour leur rendre la vie la plus facile possible. Donc on va organiser des épreuves olympiques qu'on va appeler les paralympiques. C'est assez récent, cette notion de paralympique. Et ça a généré beaucoup de commentaires au fil des années. C'est-à-dire que quand on regarde une épreuve d'athlétisme, par exemple, on regarde la finale du 100 mètres, il y a 8 sprinteurs ou 8 sprinteuses qui courent, il y a un vainqueur, point final. Champion olympique. Lorsqu'on regarde les mêmes épreuves chez les paralympiques, il y a 12 finales du 100 mètres. Il y a les gens qui ont tel type de handicap, tel autre type de handicap, etc. Donc les gens sont un petit peu perdus, et le commentaire global, c'est un petit peu de dire, est-ce que finalement on n'en fait pas un peu trop? Et est-ce que ce n'est pas justement étayé par peut-être une forme de compassion? Peut-être, ouais, qu'il y a une forme de compassion, mais derrière tout ça, ce qu'il faut retenir, moi, ce que je retiens en tant qu'athlète et mes coéquipiers également, c'est que c'est une compétition supplémentaire dans laquelle on aura peut-être la chance de faire de la performance. Donc c'est une compétition en plus où on pourra briller. Et en plus, je retiens aussi de ça que l'avantage des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques, mais surtout des Jeux paralympiques, c'est que durant cette compétition, on valorise les athlètes. C'est ça que je retiens de la compétition. Et aussi, il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif en 2024. C'est sûr qu'au niveau des infrastructures, bien sûr que ce sera hyper intéressant. Puis l'héritage, évidemment, que c'est fondamental. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. L'idée des Jeux de 2024, c'est de les remporter. Moi, en tout cas, j'aurai à peine 30 ans. J'espère jouer en 2024 avec l'équipe de France. Mais je ne vais pas jouer en 2024 pour faire les Jeux. Non. L'idée, si on fait les Jeux, c'est de les gagner quand même. Donc, il faut vraiment qu'on reste quand même focus, nous les athlètes, sur l'aspect compétition. Après, évidemment, comme tu le disais, j'espère qu'avec les Jeux de 2024, beaucoup de gens découvriront des différentes disciplines olympiques et paralympiques, parce qu'il y a plein de disciplines olympiques et paralympiques dont on ne parle jamais. Pendant l'année, on n'en parle jamais. Et ensuite, j'espère aussi que durant ces Jeux, les entreprises notamment prendront conscience que on est tout à fait compétent, même avec un handicap, et derrière tout ça, qu'il y aura peut-être une meilleure inclusion dans les entreprises. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'ont pas forcément d'emploi. Et à travers la pratique du sport, montrer aux gens qu'on est tout à fait apte à bouger, à jouer, à travailler, à être à la communication, à écrire, à rédiger, dire aux gens qu'on est comme les autres.
Et aussi, ça va permettre aux athlètes, pourquoi pas, j'espère en 2024, d'attirer des sponsors, d'attirer différents médias. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans différentes disciplines olympiques et paralympiques, il y a très peu de médias quand même, au final. C'est vrai. Fatia, une question sur l'équipe. L'équipe fonctionne, entre guillemets, grâce au football. S'il n'y a plus de football, il n'y a plus d'équipe. On est d'accord ? Bon. Alors, juste un petit commentaire peut-être ? Bien sûr. On parlait du coup, enfin on faisait la distinction entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques en vue de Paris 2024. Il y a une particularité au niveau du logo, je ne sais pas si les gens la connaissent. Tu la connais ? Non ? Je ne sais pas, vas-y. Dans ces cas-là, il ne faut jamais dire qu'on ne sait pas. J'ai essayé de tuer l'offre et puis je dis oui, je la connais, vas-y, dis-le. Eh bien, pour la première fois, il y aura le même logo pour les Jeux Olympiques et les Paralympiques à Paris 2024. C'est vrai, c'est juste, ça je le savais en plus. Donc ça donne quand même une tonalité pour ce qui est à venir. Oui, mais tu comprends le sens de ma question tout à l'heure. Non, mais je souhaite juste en fait. C'était bien sûr provocateur, mais ça va être. Fatia, donc l'équipe, le journal L'équipe ne fonctionne que sur le football, quasiment que sur le football. Elle ne vend que là-dessus. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, en tant que responsable de la com, comment vous allez parler d'une discipline que moi, personnellement, j'adore à regarder, qui s'appelle le breakdance, et qui est devenue une discipline olympique. Comment allez-vous parler de ça, vous, à l'équipe ? Alors, est-ce que c'est un sport, déjà ? Oui, non, alors le foot, c'est vendeur, certes. En effet, l'essentiel de nos unes sont tournées autour du foot, mais tout simplement parce qu'en termes de diffusion et de vente, derrière, voilà, ça reste un enjeu économique. On est une marque, on a besoin de vivre en vendant quand même nos journaux. Et donc, en effet, c'est le foot qui vend. Maintenant, le traitement éditorial à l'intérieur, quand on lit journal, on est aujourd'hui vraiment la seule marque en France, média sportif, qui traite de tous les sports. Donc, quand on lit vraiment le journal, on retrouve tous les sports. Sur le site internet, on a des rubriques qui traitent tous les sports, dont tous les sports olympiques. Donc à ce niveau-là, on est quand même, c'est une offre assez unique. On a une chaîne de télé également qui, dans cette optique, fait énormément d'acquisitions de droits télé de ce qu'on appelle les petits sports. Mais c'est vrai qu'on diffuse des sports qui, jusqu'ici, n'ont jamais été diffusés à la télé. Bon, on a évidemment du judo, du handball, du volley, mais également, typiquement, ce ne sera pas un sport olympique pour Paris 2024, mais le biathlon, récemment, on a fait une grosse acquisition qui nous permet de diversifier la présence de certains sports à la télé. Maintenant, non, le traitement sera présent, forcément, en période de JO. Mais comment ça t'est perçu chez vous ? Il s'intensifie. Moi, j'ai certains collègues journalistes dont je vois très bien la tête lorsque le breakdance est arrivé discipline olympique. Ça a dû être un grand éclat de rire, non ? Non, pas spécialement. Après, on s'adapte. On est un média qui sait également s'adapter. Non, mais c'est vrai. Il y a des évolutions qui font que y a des sports qui émanent, qui disparaissent. C'est une suite aussi logique du temps actuel. Et non, ça n'a pas été spécialement pris à la rigolade. Je trouve que c'est une évolution. Et après, à nous aussi de nous adapter et de traiter légitimement ces sports-là. Globalement, pour éclairer les gens qui nous écoutent, un traitement olympique, les Jeux olympiques globalement, et le traitement qu'on peut en faire, c'est tout à fait dicté par, on le sait, le pouvoir économique. On en parlait il y a 2-3 jours. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que ce sont les chaînes américaines qui ont les droits de télévision qui décideront de la façon dont les Jeux sont organisés. Ça a toujours été le cas, et ce sera toujours le cas. C'est-à-dire que l'épreuve reine des Jeux Olympiques, entre guillemets reine bien sûr, c'est le 100 mètres en athlétisme. Il y a régulièrement 3 milliards ou 4 milliards de téléspectateurs qui regardent cette épreuve. Ce seront, et je ne sais pas si ça a encore déjà été attribué, ce seront les chaînes ou la chaîne, le network, qui aura l'obtention des Jeux, qui décidera de l'heure du 100 mètres. C'est-à-dire que si c'est CNN, par exemple, ce qui peut être le cas, eh bien, elles décideront que sur la côte Est, il sera 19h, sur la côte Ouest, il sera 22h, et dans cette tranche horaire, la finale du 100 mètres des Jeux de Tokyo, des Jeux de Paris, devra se dérouler. Et nous, Français ou Allemands ou Anglais, ou ce que vous voulez, diront « mais nous, on ne veut pas la voir à 3h du matin ». Nous dirons « on s'en fout,
c'est pas votre affaire. Nous, ça nous intéresse, nous. Nous, on met tant de milliards, c'est nous qui décidons. C'est-à-dire que tout est dicté par le pouvoir économique et notamment le pouvoir de diffusion des Jeux Olympiques par les chaînes américaines. Ce n'est pas par une chaîne russe, japonaise, française, c'est que les Américains qui décident. Et je pense que vous, là-dessus, vous êtes très handicapés par rapport aux horaires, j'imagine. Totalement. Après, on a aussi conscience que certes, c'est du sport, mais que tu parlais de l'écosystème économique, il est très présent et forcément, ça a un impact sur nous, la façon dont on va traiter chaque sport. Mais je pense que tout le monde en a aussi de plus en plus conscience. Ce fut le cas également pour certains matchs de football qui ont dû être décalés pour s'adapter à des diffusions en Chine ou dans d'autres pays. Donc voilà, c'est aussi, je pense, une évolution qui va être de plus en plus présente dans l'univers du sport. D'accord. Voilà. Est-ce que des gens ont une question à poser? On va voir les timides. Vous savez, c'est comme à l'école, la maîtresse à la fin elle dit est-ce que tout le monde a compris? Ok. Et puis tout d'un coup, dans un coin, il y en a un qui lève la main, il dit non, madame, je n'ai pas compris. Et là, tout le monde lève la main, personne n'avait compris. Donc, est-ce que quelqu'un a une question à poser sur l'olympisme, sur l'implication de l'école, sur le monde du sport, ou non? Personne n'a de question à poser? Juste Jean-Michel, pardon. Oui, Ouais, Yvan. pardon, J'attendais pas que ça vienne de toi. Pardon, non, ça sera pas c'est pas une question, mais juste une remarque. Je pense qu'on en reparlera avec Céline, mais ce qui serait bien, jusqu'au jeu de 2024, j'aimerais bien que tout l'espace soit sensibilisé au cécifoot. Bon, moi j'adore le foot, hein, donc si jusqu'en 2024, on pourra venir pour vous faire découvrir le cécifoot dans le cadre de différents ateliers, ça pourrait être sympa, et vous mettre en place des petits challenges, et vous vous initiez tous, même si vous n'êtes pas tous branchés foot, c'est pas grave, mais découvrir différentes disciplines paralympiques, ça peut être sympa. Voilà. Est-ce qu'on peut dire... Oui, vas-y. Moi, je vais essayer parce que du coup, Athos, le siège est à Besançon, donc c'est juste à côté. Donc, je suis partant. Ok, écoute, déjà un qui est dans la liste. Pas je mal. suis aussi Bien. partante parce que j'habite Besançon, donc je pense que pareil. Ah bien, j'ai bien fait de venir, hein, franchement. Bien. Et j'espère que vous allez nous encourager pendant les Jeux de Tokyo, les amis, quand même, parce que bon, c'est bien sympa, mais... Belle soirée, hein, Yvan. Belle soirée, quand même. Hein. T'as bien recruté, T'as bien recruté, bravo. hein, Sarah. Est-ce que toi, dans ton entreprise, est-ce que tu peux servir de fer de lance ou d'exemple auprès des gens qui sont ici pour effectivement sortir de cette structure et effectivement être dans un... On parlait des métiers, des nouveaux métiers. Moi, j'ai coutume de dire, puisque Laure Bertrand me donne l'occasion de le faire régulièrement dans des cours, aux étudiants, que sur une vingtaine d'étudiants présents devant moi, mais c'est valable pour les autres profs, bien évidemment, peut-être que dans 5 ou 10 ans, la moitié des gens qui sont devant moi vont faire un métier qui n'a pas encore été inventé au moment où on parle. C'est ça qui est effarant. La vitesse du changement, quoi, de l'évolution dans les métiers. C'est un très bon point, puisque effectivement, en fait, les formations pour plein de différents postes, par exemple, je pense aux agents de sécurité, et ils vont devoir être formés à partir de maintenant pour 2024. Et surtout que donc déjà, il va y avoir des formations, par exemple, en termes de langue. Il va falloir qu'ils parlent anglais, français, espagnol, mais surtout au niveau des usages technologiques. Et quand tu me dis, en 2024, il y aura de la technologie qui n'existe pas aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on forme ces agents pour pouvoir utiliser des petits gadgets, pour pouvoir utiliser, par exemple, des manières pour traduire si on ne comprend pas une personne quelconque. Mais la formation se fait maintenant avec des obstacles technologiques, puisqu'on n'a pas ces atouts-là aujourd'hui. Une dernière question, messieurs, dames, et ce sera ma dernière question. Est-ce que les Jeux de 2024 vont insuffler au niveau économique un véritable rebond au niveau français, selon vous? Parce que si je vous pose la question, c'est que ce n'est pas toujours le cas, hein, contrairement à ce qu'on imagine. Alors déjà, je pense que... Je vais vous donner un exemple tout bête. À Montréal, en 1976, les Canadiens ont mis 30 ans pour rembourser la note globale des Jeux. En général, l'endettement est de 179%, la moyenne. Ce qui est terrible. Une des raisons pour laquelle Paris a été sélectionné, c'est qu'il y a quand même 95% des infrastructures qui sont déjà construites.
Donc ça déjà, c'est un gros avantage comparé à Rio 2016, comparé à Pékin 2008. Les choses sont déjà là. Donc c'est une question de rénovation. Par exemple, en termes de transport en commun, on est déjà très avancé. Donc effectivement, il va y avoir des coûts énormes. Il me semble que c'est au moins 5,3 milliards en termes d'investissement. Après, il y a toujours des zones un peu grises, comme on l'évoquait. Qu'est-ce qui est dans le budget comité d'organisation? Qu'est-ce qui est dans le budget ministère de l'Intérieur? Puisqu'il y a toujours des timelines qui se chevauchent entre l'héritage olympique post-2024 et avant. Ça, c'est des questions qui fâchent un peu. Mais effectivement, Paris a quand même des atouts pour avoir potentiellement des retombées économiques positives, surtout que c'est quand même un pays qui est très très touristique, notamment Paris. Et justement, est-ce qu'on avait besoin des Jeux? Avait-on besoin des Jeux? Avait-on besoin des Jeux? C'est un accélérateur, c'est indéniable pour tous les territoires. C'est-à-dire que Accélérer quoi? On est déjà numéro 1. On est le pays le plus visité au monde. Non, c'est pas un accélérateur de tourisme ou de visibilité. C'est un accélérateur pour nos territoires, pour nos villes, pour tous ceux qui vont accueillir les Jeux Olympiques partout en France, puisque c'est Paris, mais il y a des épreuves partout en France. Le fait d'accueillir les Jeux Olympiques, c'est des financements, c'est des objectifs, c'est des deadlines. C'est-à-dire que des projets, par exemple, de transport, de rénovation, qui auraient pu dépasser 2030, aujourd'hui, il faut les faire pour 2024. C'est une accélération, ne serait-ce que dans les lois. Les fonds, les lois, toutes les structures se mobilisent pour tenir un délai, pour être prêts pour 2024. Et donc ça veut dire des rénovations, je disais, de piscines, de stades, de transports. Tout ça, on l'a parce que les Jeux Olympiques sont là. On ne les aurait pas. Il y a des métros, il y a des tramways que peut-être on n'aurait jamais sorti de terre, qui seraient restés au stade de projet. On veut automatiser un certain nombre de lignes à la RATP. Aujourd'hui, il se pose la question de est-ce qu'on sera prêt pour 2024. 2024 devient une deadline importante pour tous les acteurs, publics comme privés. Et ça, c'est un accélérateur. Donc, ce n'est pas une nécessité forcément, mais le fait que ce soit une accélération, le fait que ce soit aussi des structures qui existent, qu'on va améliorer, qu'on va pérenniser, ça fait qu'il y a de bonnes chances quand même que ce soit des retombées économiques positives pour Paris 2024, beaucoup plus que pour tous les autres jeux qu'on a pu connaître dans l'histoire. Merci. Oui, Yvan? Pardon, juste pour finir, je pense que ça va rejaillir au niveau économique, au niveau financier, notamment auprès des fédérations et des sports dits mineurs. Et surtout, je pense que ça va permettre peut-être à pas mal de jeunes de trouver leur vocation dans le sport. Pourquoi pas, en regardant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, se dire, tiens, moi aussi, j'aimerais bien faire du sport. Tiens, le ski, ça me botte, enfin, j'en sais rien. Ou le basket, ça m'intéresse, ou le judo. J'espère en tout cas que ça va permettre aux jeunes de rêver et aux jeunes de se faire plaisir pendant la compétition. Et surtout, ce qui est intéressant autour de tout ça, on le ressent tous, c'est l'engouement. Les entreprises, les jeunes, les adultes, les scolaires, tout le monde veut être dans le mouvement 2024. Et c'est ça qui est important, c'est de voir les gens rêver, s'enthousiasmer et avoir les étoiles dans les yeux. C'est ça qui est le plus important. Et se dépenser et se faire plaisir tous ensemble pendant plusieurs semaines. C'est important. Ce sera le mot de la fin. D'autres questions, éventuellement? Hop. Merci. Tenez. Moi, je me mets juste à la place de tous ces jeunes du pôle qui sont derrière moi. Et moi, si j'étais eux, la question que j'ai vraiment envie de vous poser, c'est... Mais moi, je rêve d'aller travailler dans l'organisation des JO à un instant donné. Comment on fait si on veut faire un stage, si on veut faire une alternance, si demain on veut avoir un job, quel qu'il soit et quelle que soit l'école dans laquelle on est? Je suis sûre qu'il y a plein de métiers que nos élèves pourraient faire à un moment donné. C'est quoi la porte d'entrée? On fait quoi si on a envie un jour de s'inscrire dans tout ça? Question? Réponse. Du coup, il y a déjà en fait un site en ligne, je crois que ça s'appelle paris2024attaché.com, et vous avez diverses offres d'emploi dans plein de domaines. J'ai regardé pas plus tard qu'il y a 3 jours, je crois qu'il y en a une trentaine ou une cinquantaine. Beaucoup d'hôtellerie, il y a vraiment hôtellerie, dans restauration. tous les domaines possibles. Il y en a plus. Il y a ça, il y a tous ceux qui sont en direct, et puis il y a tous les métiers, les indirects, c'est-à-dire que toutes les collectivités qui accueillent aujourd'hui ont des besoins et recrutent. Il y a toutes les entreprises sponsors qui aussi. Donc, travailler pour les JO de 2024 aujourd'hui, quel que soit son domaine, on peut le faire. Il faut cibler ce qu'on veut faire parce que les JO, ça passionne. Donc, faites quelque chose qui vous passionne. Choisissez le métier qui vous passionne et trouvez la collectivité, trouvez le métier, allez sur le site et vous pouvez bosser pour les JO 2024 aujourd'hui. Un dernier point, c'est qu'il y a ceux qui vont être recrutés sur les JO, mais il y a aussi tout le parallèle, c'est les bénévoles. Sur tous les grands événements, en fait, on recrute énormément de bénévoles.
Et en effet, il n'y a peut-être pas de la place pour tout le monde pour avoir un CDI et travailler sur les JO, mais pour l'avoir fait sur certains événements quand j'avais 18, 20 ans, j'étais bénévole sur des Coupes du Monde, des Euros de foot, etc. Et en fait, c'est génial parce qu'on se fait un excellent réseau. On rencontre vraiment tous ceux qui travaillent sur l'événement, et donc en termes de réseau, c'est génial. Et surtout, on est vraiment au cœur de l'événement, et en fait, on le vit quasiment... c'est quasiment mieux que quand on y travaille, parce que quand on est bénévole, on a aussi une certaine liberté de mouvement qui fait que on est vraiment au cœur de l'événement. C'est un super réseau, et c'est peut-être pas sur ces JO-là, mais en tout cas, c'est une belle porte d'entrée aussi pour travailler plus tard dans le sport ou dans d'autres événements sportifs. On ne risque pas de rester dans le domaine de l'éphémère? Comment? On ne risque pas de rester dans le domaine de l'éphémère? C'est-à-dire derrière? Oui. Après, forcément, les JO, il va y avoir beaucoup de création de postes avant. Donc il faut aussi ne pas oublier que derrière, il va falloir aussi se recycler. Nous, on travaille dans le sport, mais on en a également conscience. On sait très bien que il va y avoir beaucoup de création de postes et que derrière, il va falloir aussi anticiper sa reconversion. Oui. Et après, c'est un travail personnel à faire et pas se limiter qu'au sport et qu'au JO. C'est sûr. Juste un commentaire en termes de timing. Si vous voulez être bénévole pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, ou les Paralympiques d'ailleurs, c'est 2 ans à l'avance que ça ouvre en fait le portail en ligne. Donc ensuite, vous pouvez soumettre votre candidature et ça ferme 18 mois avant. Donc ayez bien ça en tête. Ouais. Voilà. Pour les bénévoles. Pour les bénévoles, ouais. Le portail en ligne. Et je ne pense pas que la question s'adresse aux bénévoles. Dans la professionnalisation. Nos étudiants et nos diplômés ont des vrais métiers en main. S'ils ont envie de l'exercer au service du sport et des JO, ça peut durer quelques années. Ils l'exerceront après. Je n'ai pas très peur de leur reconversion parce qu'ils auront de beaux diplômes et des vrais savoir-faire. Mais s'ils ont envie d'une première expérience, ou même avant dans les préparations d'une alternance, je suis plus sur la professionnalisation du métier. Oui, non, mais c'est maintenant. Donc il y a le site des JO et on peut aussi se tourner vers les fédérations parce qu'il va y avoir des créations de cellules dédiées aux JO dans quasiment toutes les fédérations qui vont recruter pas mal de monde. Et puis après, il y a d'autres structures. Je sais que chez ASO, ça recrutera aussi également pas mal. Enfin voilà, je pense que dans toutes les sociétés rattachées au sport, ça va recruter. Et puis aussi les sociétés, les sponsors. Et ça va être assez large quand même. Bonjour, je vais tester. Ouais, ça fonctionne. C'était pour compléter un peu tout ce qui a été dit. Donc, j'ai bien vu tout ce dont vous avez parlé sur les métiers des JO, mais je pense qu'il y a toute une facette qui n'a pas du tout été évoquée. Faut savoir que dans tous les appels d'offres sur les Jeux Olympiques 2024, il y a l'obligation d'inclure une part de faire appel à l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup de métiers auxquels on ne pense pas forcément. Je ne sais pas si on s'imagine le village olympique qui va se trouver donc en partie sur l'île Saint-Denis et à Saint-Denis. L'île Saint-Denis, c'est une île qui est toute petite, c'est la plus petite ville de Seine-Saint-Denis, c'est un peu plus de 7000 habitants. C'est 2 quartiers politiques de la ville qui sont de part et d'autre de l'île. Au milieu, il va y avoir le village olympique, un écoquartier. Et pour éviter la gentrification, il va y avoir tout un travail pour impliquer les populations locales. Il va y avoir beaucoup d'emplois en insertion et il ne faut pas penser uniquement les métiers du sport, la communication ou les sponsors. Il y a plein de structures qui vont participer au rayonnement de la France à travers les Jeux Olympiques, que ce soit dans la construction, dans l'organisation, dans le fait de faire perdurer les infrastructures. Je ne vais pas vous en parler très longtemps, mais là, en ce moment, les JO, ils se posent beaucoup de questions, même s'il y a beaucoup d'infrastructures qui existent, elles vont être rénovées. Comment faire en sorte que les matériaux soient des matériaux qui soient réutilisés et pas des matériaux neufs? Pourquoi je pense aux ingénieurs, il y a beaucoup d'éco-conception, d'analyse de cycle de vie, quoi. Il y a vraiment plein de métiers, et c'est pas parce qu'on n'est pas en lien directement avec ce qui est mis en lumière à travers les Jeux Olympiques qu'on participe pas à tout ce rayonnement. Donc voilà quoi, c'est pour... moi je suis déjà diplômé, je pense qu'en 2024 vous le serez. Et il y a plein de métiers. Ouais, le BTP notamment. Ouais. Là-haut, derrière. Merci. Moi j'aurais juste une question en tant qu'acteur un peu de ces Jeux Olympiques, toutes les personnes dans la table ronde. Est-ce que vous pensez que l'e-sport doit absolument faire partie des JO 2024 ou c'est quelque chose de pas forcément... Est-ce que quoi? Non mais c'est des vraies questions. Mais vous rigolez, je sais que c'est pas vrai. Alors? Alors? C'est une... Yvan?
Franchement, honnêtement, je suis un peu parfois les compètes sur Bein et tout, mais c'est pas... C'est un sport local à la maison, ouais, c'est sympa. Entre 2 morceaux de pizza ou autre, mais bon... Même les yeux bandés, j'adore jouer aux jeux vidéo, mais bon, là, dire que je vais jouer les yeux bandés aux jeux vidéo, aux JO, quand même. Ah, c'est trop, non, les amis, non. Ça reste local. Non, mais je pensais pas aux Paralympiques, mais vraiment aux Jeux Olympiques. Ah Parce non, qu'il y a mais une vraie... après, je rigolais sur la suite, mais pour moi, non. Il y a une vraie démarche sportive dans la pratique. C'est peut-être un peu tôt. C'est ça. C'est peut-être un peu tôt. C'est-à-dire que je sais que sur les infrastructures, sur les infrastructures qu'on a dans les communes, on cherche dans les infrastructures qu'on monte dans les communes et notamment dans les projets qu'on peut avoir en termes d'urbanisme. Quand on monte des projets multisports, se pose de plus en plus la question du e-sport. Donc on sait que c'est quelque chose qui émerge, c'est quelque chose qui se structure aussi. Il y a de plus en plus, notamment des jeunes qui sont adeptes de ça. Aujourd'hui, je pense que c'est pas encore assez structuré, que c'est encore en phase émergente pour pouvoir dire que ça doit être aux Jeux Olympiques. Absolument. Je ne sais pas si le comité d'organisation s'est posé la question vraiment. Sans doute que la question va se poser à l'avenir, ça paraît inévitable. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt. Voilà. En tout cas, par rapport à ce qu'on en voit. Après, c'est sympa, hein, mais bon... Alors, juste un point de vue additionnel, il y a 2 points en fait. Moi, je trouve qu'il y a plein de bonnes raisons pour que le e-sport y soit. Enfin, je veux dire, c'est hyper compétitif. Il n'y a pas un sport physique qui est aussi compétitif que l'e-sport. Quand on voit le million et le million de joueurs, je pense qu'il y a tout à fait l'esprit d'équipe, de collaboration. Enfin, je veux dire, il y a plein de raisons pour lesquelles ce soit inclus. Mais il y a quand même 2 côtés qui sont importants et qui ne sont pas à négliger. Numéro 1. On a parlé des valeurs de l'olympisme en début de séance. Déjà, il y a le respect et l'amitié. Donc ça dépend à quel jeu on joue, mais si on joue à Call of Duty et qu'on est en train de mettre un coup de sniper sur la tête de l'autre, c'est peut-être pas forcément en lien avec les valeurs de l'olympisme. Et secondo, vous avez aussi le côté logiciel ou éditeur. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans les valeurs de l'olympisme qui se rejoignent, ça ne peut pas être à but commercial. Si vous avez un logiciel spécifique qui va mettre en avant un jeu qui va ensuite être commercialisé suite au JO, ça va pas forcément plaire au comité, c'est pareil, c'est pas forcément en lien. Donc il faudrait en fait créer, je pense, un jeu spécifique à une édition olympique et qui ensuite soit... Et est-ce que le sport est une activité physique ou pas ? Moi, je me permets de rajouter, du coup, je prends le micro, c'est pas une question. Le e-sport, en fait, au pôle Léonard de Vinci, fait partie des disciplines sportives obligatoires. Et on a beaucoup d'étudiants qui sont impliqués là-dedans. Et même si, effectivement, tu as employé le mot précoce, Samuel, il y a beaucoup de choses qui se font au pôle. Et je pense aussi, là, je parle à tous les étudiants qui effectivement, sont dans cette discipline ou pas, c'est peut-être aussi à vous d'insuffler, d'impulser, justement, ce sport, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le développer. Et effectivement, au pôle, on a donné cette possibilité à ces étudiants puisque c'est reconnu. Et je pense que 2024, peut-être, c'est trop tôt. Mais moi, je ne mettrai pas une croix dessus, en tout cas. Le pôle a toujours été en avance sur son temps. D'autres questions pour terminer ? Oui, bonjour. Moi, je voulais demander à nos invités, et même à tout l'amphi, ce que vous pensez d'ouvrir le marathon de Paris au grand public. Et est-ce que cette pratique d'ouvrir les Jeux Olympiques et Paralympiques au grand public, est-ce que ça serait peut-être l'avenir des Jeux Olympiques ou non ? Tu veux ? Vas-y. Je commence et tu termines. Alors je t'avoue que j'ai pas forcément suivi l'histoire dans les détails. Je sais pas si ça va être une course en parallèle avant la vraie course ou si ça va... Tu as la réponse peut-être ? Non ? Non mais il n'a pas la réponse, mais surtout il faut reformuler la question avec quelques précisions parce que tout le monde n'a pas suivi. Mais à commencer par moi. Plus généralement, qu'est-ce que vous pensez du fait d'ouvrir les Jeux Olympiques et Paralympiques au grand public comme le marathon de Paris pour les JO 2024 sera ouvert à certains pratiquants qui ne sont pas des athlètes professionnels, quoi. Non, c'est très clair. Ça revient au marathon de Paris. Clair, en fait. Mais alors, oui, mais dans le cadre des Jeux Olympiques. Oui, mais pourquoi dans le cadre ? Est-ce que donc cette pratique donc d'ouvrir d'autres sports aussi à d'autres publics, par exemple l'e-sport, j'y pense, c'est un sport qui est très ouvert au grand public, tout le monde peut y participer. Aujourd'hui, pour participer aux Jeux Olympiques, il faut passer des qualifications, il faut avoir un certain nom. Là, est-ce que ça serait
Je ne sais pas. C'est la remise en cause du système, en fait. peux- C'est la remise en cause du système, ce que vous dites. Je peux peut-être commencer parce que je pense que tu seras complètement d'accord avec moi. Vas-y, Je pense que en fait, quand tu es athlète de haut niveau, si tu veux, alors on a parlé de sacrifice, encore une fois, je pense pas que ce soit le mot sacrifice, mais tu fais des choix et pendant des années et des années, tu consacres ta vie pour être qualifié à cet événement. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté où ça me dérange. Ça me dérange que n'importe qui puisse participer, puisque comme tu viens de l'évoquer, n'importe qui peut essayer de se qualifier. Oui. Donc du coup, à partir de ce moment-là, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est vraiment, pas dans tous les sports, mais la plupart, et pour moi personnellement, je pense qu'un sport qui ne considère pas comme les Jeux Olympiques comme le Graal ne devrait pas être aux Jeux Olympiques, mais bon, ça c'est mon point de vue. Si ce n'est pas la crème de la crème, ça n'a pas de sens. Parce que du coup, ça perd un peu la magie, ça perd un Exactement, peu... ouais. C'est ça qui est beau en fait, c'est que pendant 4 ans, tu vas avoir des athlètes, ils vont tout faire, tout dans leur vie va être consacré à cet objectif de participation. Là, tout d'un coup, je trouve que ça dénoue un petit peu. L'objectif final, c'est quoi? C'est de dire j'ai participé au marathon olympique. Mais oui, mais enfin, on peut pas. De Coubertin, ce qu'il a dit, c'est nul. Hein. L'essentiel, c'est de participer. Non, c'est pas Coubertin, c'est l'archevêque de Canterbury qui l'a dit déjà. Non, c'est vrai en plus, c'est vrai. C'est pas du tout Coubertin. Jean-Michel, Oui. j'ai juste une suggestion. Alors, effectivement, j'en avais aussi entendu parler. Moi, je pense, comme notre ami, que je pense que ça décrédibilise les jeux que de les vulgariser. Je pense qu'il faudrait peut-être, pourquoi pas, proposer sur une journée où les athlètes se reposent, bah oui, d'ouvrir l'espace pour le grand public, pour qu'ils puissent jouer, essayer un petit peu différentes disciplines. Mais après, il ne faut pas non plus, comme dit mon coach, se tromper d'objectif. C'est un sport ça reste une compétition de haut niveau. Et comme le disait notre ami, c'est important. Nous, on s'entraîne toute l'année. Enfin, les athlètes s'entraînent toute l'année et durant plusieurs années pour performer durant les Jeux. Il ne faut pas non plus que ça perde son sens de départ, son sens originel. Je vois pas l'intérêt de voir arriver mon petit frère 2 heures après moi sur un marathon et qu'il dise j'ai fait la finale des Jeux. Enfin, ça n'a pas de sens. Je veux dire, n'importe quel joueur de football de n'importe quelle division bas de gamme, sans que ce soit péjoratif, mais ça existe, veut jouer avec l'équipe de France. Alors tout d'un coup, on va Deschamps, il va mettre deux types, un de Saint-Denis et un de Neuilly, et puis il va jouer au ballon comme ça, et puis hop, j'ai fait France-Bulgarie. Ça n'a pas de sens. Non, mais toi, tu es étudiant, donc tu es dans la compétition économique. Tout simplement, je ne vais pas plus loin, quoi. Je ne développe pas. C'est pas un mépris, hein. Mais les amateurs qui ne font rien, qui se promènent en courant, qui se promènent, c'est génial, mais qui ne revendiquent pas un label olympique, qui est si compliqué à obtenir, d'autre part, on vient d'en parler tout à l'heure, qui est tellement difficile à obtenir. Le label olympique, Génération 2024, c'est compliqué à obtenir. Et tout d'un coup, on dirait que n'importe qui peut participer à ce type d'épreuve. C'est le principe de la compétition, quoi, de la pyramide, hein. Alors, du coup, moi, j'avais une question qui pouvait faire le pont, justement, avec ce que le jeune homme disait. Je suis plus près. Alors, c'est-à-dire, donc, par rapport au marathon de Paris, en gros, on sait bien que les Jeux, c'est quelque chose d'important pour les sportifs de haut niveau, mais comment on engage des jeunes, donc la génération qui va arriver, sur un événement comme les Jeux Olympiques? C'est-à-dire, il y a un moment donné, on sait qu'il y a l'élite qui arrive, mais il ne faut pas non plus les couper de la population qui va les recevoir. Donc du coup, comment on les engage justement à pouvoir participer à ces jeux-là, au-delà de pouvoir les regarder à la télé ou de voir les athlètes passer? Voilà. Mais moi, je crois que vous êtes parisien, donc comme moi, donc on va regarder les jeux passer pour des raisons de sécurité, parce qu'on ne peut pas tous être dans le grand magma au milieu des jeux, parce que c'est pareil 2024, donc tout le monde va se balader au milieu de... Non, ça va être comme si vous regardiez les jeux à la télé. Vous n'aurez pas accès à quoi que ce soit à Paris. Pour des raisons de sécurité, tout simplement. Je pense qu'il faut bien aussi définir les rôles, en fait. Ça ne veut pas dire, dans les Jeux Olympiques, encore une fois, il n'y a pas que les athlètes, mais chacun son rôle. Tu as les athlètes qui vont performer parce que eux, leur but, c'est vraiment l'excellence dans leur domaine. Toi, tu peux très bien postuler, comme on l'a dit, sur un poste, sur une offre d'emploi, je ne sais pas, sur une infrastructure à Saint-Denis et participer aux Jeux Olympiques. Et tu fais partie un petit peu de cette magie olympique. Il y a le coaching staff, il y a les journalistes, enfin je veux dire, il y a tout un engouement et c'est ça aussi l'héritage et la participation, c'est pas que les athlètes. Par contre, le but de la compétition, c'est vraiment d'être au summum de la performance. Et je vais ajouter une chose, c'est que si tu es à Saint-Denis,
que tu es bénévole à Saint-Denis, tu t'occuperas de ton petit précaré à Saint-Denis et tu seras habilité, tu auras un badge pour ça, tu ne pourras pas aller là, parce qu'il fera un autre badge. Donc tu verras plus les jeux à la télévision qu'en étant appliqué directement à Saint-Denis, où tu ne verras que ton petit univers. Mais je pense qu'il faut élargir aussi, c'est-à-dire que les jeux, c'est pas que les épreuves. C'est aussi tous les athlètes dans tous les clubs de France qui s'entraînent. Quand Teddy Riner à Levallois s'entraîne, c'est tout un club, voilà. c'est toute une ville qui est derrière. derrière. C'est autre chose. Quand Philippe Candeloro était à Colombes, quand Soria Bonali était à Colombes, c'était toute la ville de Colombes qui était derrière. Et ça, c'est avant, c'est après, c'est Philippe Candeloro, si tu viens à la patinoire de Colombes, tu vas le rencontrer. D'ailleurs, elle a été renommée à son nom. Donc aujourd'hui, tous ces athlètes olympiques, c'est aussi tous les jours dans toutes les villes de France, et tu le vis si tu t'intéresses. C'est aussi ça les Jeux Olympiques, c'est te dire quelles sont les épreuves qui m'intéressent, qu'est-ce qu'il y a dans ma ville, qu'est-ce qu'il y a dans mon club, qu'est-ce qu'il y a dans mon département, où s'entraînent ces athlètes, et ils sont accessibles, et en général ils adorent pouvoir échanger avec les gens, avec la population, et à partager leur passion. C'est des passionnés, les athlètes. Donc c'est pas que les Jeux, c'est pas que le moment des Jeux, c'est ce qui est avant, et c'est toute l'implication que tu vas avoir dans les clubs sportifs et le rayonnement que ça va donner aux clubs sportifs que nos champions olympiques vont pouvoir amener. Donc le moment où tu les verras le moins, c'est pendant les Jeux Olympiques. Les athlètes, le moment où tu les verras, tu auras accès à eux le moins, ça sera pendant les Jeux. Ouais. Alors qu'avant, ils sont ça sera impossible. Non, mais on a tous ce sentiment, quand on parle avec des jeunes, on a tous ce sentiment qu'il y a Paris en 2024, donc tous les gamins vont aller voir les champions, leur taper la main, etc. Non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. C'est une organisation mondiale qui se développe sur un lieu pendant 15 jours, sur un autre lieu 4 ans après pendant 15 jours, mais elle n'est pas partie intégrante au pays. On est bien d'accord, hein? Absolument. Non, mais ce que disait Samuel, c'est vrai. Candel, vous le verrez 2 fois par semaine à Colombes. Et il vous parlera. Puis ouvert. Oui, bonjour Alexis. Donc moi j'ai pas été invité par Julie, mais je suis un ancien diplômé aussi et concerné par alors Julie, et diplômé en 2017 et je reconnais des collègues diplômés également comme Avi qui vient de prendre la parole. On avait dit pas de règlement de compte quand même. Non. On avait dit ça. Mais je lui en veux pas. Non, j'ai quelques éléments de réponse, que je suis responsable marketing et communication de la Fédération française de cyclisme, donc je travaille notamment avec le COJO actuellement sur des épreuves grand public. On parlait du marathon et je vais pouvoir répondre aux jeunes hommes. Nous, on travaille sur une épreuve cycliste, une cyclosportive qui sera disputée sur le circuit de l'épreuve route en cyclisme. Donc effectivement, c'est les gros objectifs du COJO. Et Avi disait très bien à l'instant, et on nous parle beaucoup des valeurs, de l'héritage. Ils appuient beaucoup sur l'héritage. Le but, c'est de faire, et aujourd'hui, on voit bien que le CIO devient une entreprise, et est déjà une entreprise très business. Donc le but, c'est que tous les Français puissent participer à la fête. Et vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de personnes ne pourront pas accéder aux épreuves. Donc le but, c'est de pouvoir les faire participer. Alors d'ailleurs, le marathon, ils ont fait une épreuve de qualification. Il va y avoir des épreuves comme ça. Effectivement, ça sera quelques heures avant le vrai marathon des JO. Il va y avoir des épreuves qualificatives tous les ans. Nous, on a la même idée avec eux et avec le COJO sur les épreuves cyclistes, enfin l'épreuve cycliste route. Le Tour de France, ça se fait? Il y a des épreuves du Tour de France qui sont faites par des amateurs. Alors, il y a une épreuve qui s'appelle l'étape du Tour. Oui, voilà. Où 15 000 effectivement, cyclistes viennent rouler sur une des étapes du Tour. Mais pourquoi pas pendant les JO? Enfin, ça reste une grande fête. Mais pour des raisons de sécurité, tout simplement. Ça, vous allez voir ce que c'est que les Jeux. Moi, j'ai fait 8 Jeux, 2 en tant qu'athlète et 6 en tant que journaliste. Mais vous allez voir l'enfer que c'est. Ça va être... Ah bah si, ça je vous promets. Ça j'assume ce que je dis. Ça va être un enfer, Paris. On parle pas de... Oui, on ne parle pas de toutes les épreuves. Il y a quelques épreuves qui seront ouvertes, notamment sur des épreuves assez accessibles, comme le marathon ou les épreuves cyclistes, qui seront effectivement concernées. Donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font, et justement, de pouvoir vivre les Jeux, on n'aura pas tous l'occasion effectivement de vivre les Jeux. Donc nous, on trouve en tout cas que c'est une bonne idée. Moi, je prêche pour ma paroisse, mais... Mais comprenez bien ça. Comprenez bien que les Jeux de Paris 2024, dont nous satisfaisons tous, on est tous heureux, ça ne va pas être... ça va être très barricadé partout. Tous, en tout cas, et toutes ne pourront pas vivre les JO. Et on le voit bien, même aujourd'hui, ils cherchent effectivement également à confier
parce qu'on parle de Paris, etc., et les villes de banlieue. Et nous, on est concernés parce qu'à 50 ans en Yvelines, on a le Vélodrome national, donc on aura les épreuves pistes, le BMX, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils essayent également de confier à des villes, on l'a vu avec Tahiti, donc pour le surf, ou Marseille, etc., pour la voile. On se pose des questions, nous, pour les épreuves VTT. C'est vraiment, ils voulaient même aller plus loin que ça. C'est vraiment les JO de la France et pas de Paris, et pas uniquement de Paris. Voilà. Merci à vous tous pour votre présence dans cette table ronde. On est parti un petit peu dans tous les sens par rapport au thème de départ. On le savait, parce qu'il était un petit peu trop restrictif. Mais je pense que ça valait le coup, effectivement, avec les invités que nous avions ce soir, de pouvoir parler de tout un tas de choses liées à l'olympisme et au sport, et sur lesquelles on a du mal à échanger en temps normal. Voilà. Merci de votre participation.